Bonjour. Cette vidéo est la deuxième de la série du droit international économique destinée aux étudiants du master. Je rappelle que les étudiants ont reçu depuis plus de 2 mois le cours écrit, un document de 80 pages avec les annexes qui explique en détail ce que je présente ici de façon sommaire. Alors, la première partie, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la première partie est consacrée à la théorie générale du droit international. Et dans cette théorie générale, nous avons deux articulations. Nous avons d'abord l'objet et l'intérêt du droit international économique. Ensuite, nous aurons les sources du droit international économique. Je rappelle, comme je l'ai fait, que le droit international économique a toujours oscillé entre le libéralisme économique et l'intervention. Le libéralisme économique, l'interventionnisme et peut-être même le protectionnisme. Alors, regardons d'abord au niveau de l'objet et de l'intérêt du droit international économique. Il y a dans cet objet et cet intérêt la question d'abord de la souveraineté économique des États, qui est une question majeure pour aborder le droit international économique. Cette souveraineté économique des États a été consacrée de façon difficultueuse avec des règles d'abord non contraignantes, et puis après des conventions, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que le débat sur la souveraineté économique des États comme premier point de discussion autour de ce droit international économique est un vaste sujet de réflexion qu'il faut aborder avec beaucoup de tact, parce que vous trouvez là-dedans beaucoup de documents, beaucoup de textes, etc., d'une égale valeur juridique. Mais il faut rappeler déjà ce qu'avait dit la Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua contre États-Unis d'Amérique. La Cour a dit ceci: chaque État possède le droit fondamental de choisir et de mettre en œuvre comme il entend son système politique, économique et social. Ça, c'est un dictum de la Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua contre les États-Unis. Chaque État possède le droit fondamental et le droit de choisir et de mettre en œuvre, comme il l'entend, son système politique, économique et social. Par voie de conséquence, chaque État dispose de la latitude d'organiser ses compétences sans subir les remontrances et les ingérences des autres États. Ça, c'est l'interprétation jurisprudentielle de la Cour internationale de justice de l'ensemble des règles qui consacrent la souveraineté de l'État et par voie de conséquence sa souveraineté économique. On peut donc dire sur ce point-là que l'État est donc souverain dans les limites de son territoire, tel que reconnu par la Charte des Nations Unies et par les autres instruments juridiques internationaux. On peut donc comprendre ce que dit la Cour internationale de justice dans cette affaire, parce que la Cour avait déjà, dans des affaires précédentes, réaffirmé les mêmes principes. Par exemple, dans l'affaire Barcelona Traction la Cour internationale de justice avait révélé dans sa décision ce principe qui est ancien, à savoir que la souveraineté économique est un attribut clé de l'État qui est politiquement indépendant. Donc la souveraineté n'est pas simplement l'indépendance politique. La souveraineté, c'est également l'indépendance économique de l'État. Reste à savoir en pratique la corrélation entre les deux. Est-ce que l'affirmation de la souveraineté politique, c'est-à-dire que l'indépendance politique de l'État, entraîne ipso facto l'indépendance économique, ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que cette indépendance, cette souveraineté économique suppose que l'offre productive réponde
de l'État, répondre à ses principaux besoins alimentaires, énergétiques, au service de sa population. On voit très bien la difficulté à articuler l'indépendance politique avec l'indépendance économique. Alors, cette souveraineté économique, elle tire donc sa légitimité de tous ces instruments juridiques. D'abord, la résolution 626 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 1952, c'est la résolution portant droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles. Et ça, c'est la première résolution, 1952. Et puis, il y a la résolution 1803, qui aujourd'hui a acquis un caractère coutumier, c'est la résolution 1803 de 1962, qui porte sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles de chaque État. Donc, on voit que progressivement a été consacré, certes de façon difficultueuse, a été consacré des règles sur lesquelles se fonde la souveraineté économique des États. D'ailleurs, la Cour internationale de justice, toujours elle, a reconnu, dans un arrêt du 19 décembre 2005, le caractère coutumier de ce principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. On peut donc, et on verra dans l'explication des sources du droit international économique, la portée de la règle coutumière. Certes, on a été troublé pendant la période de la Covid-19 avec l'incapacité des États à faire face aux équipements dont ils avaient besoin. On s'est interrogé, même pour les États développés, si leur niveau de développement assurait ipso facto leur souveraineté économique. Ça ne s'est pas révélé vrai, puisqu'on a vu des grands pays avoir besoin des masques, de ceci, etc., qu'ils n'avaient pas, d'avoir besoin des médicaments qui n'étaient produits peut-être qu'en Chine. Et on a vu la dépendance, finalement, de ces pays très anciens, démocratiques, etc. Mais la crise de la Covid a révélé leur fragilité, leur dépendance économique vis-à-vis d'un autre pays comme la Chine. C'est pour ça qu'il faut avoir une délicatesse lorsqu'on interprète ce qu'on va entendre par la souveraineté économique. Parce que finalement, la souveraineté économique de chaque État va se heurter à celle concurrente et égale de tous les autres États. Et les interactions vont montrer les liens de dépendance qui peuvent parfois être masqués, mais qui sont très forts entre les États. Certes, l'indépendance de l'État n'est en rien compromise par cette dépendance économique. L'on ne peut pas dire que cette dépendance économique remettrait en cause les règles conventionnelles et coutumières de l'indépendance des États. Mais l'on peut quand même s'interroger sur la pertinence de cette souveraineté économique. Parce que chaque État se croit dans le droit d'imposer sa volonté, puisqu'il agit en principe, sur la base de sa souveraineté réaffirmée par la Charte des Nations Unies. Mais il n'en reste pas moins qu'on voit que l'analyse de cette souveraineté, notamment dans le domaine économique, nous amène à nous poser la question de savoir si cette souveraineté, finalement, elle n'est pas relative, si elle n'est pas limitée au regard des pesanteurs et des contraintes qui s'imposent à chaque État. Comme d'ailleurs l'avait observé dans son cours de 1936 devant l'Académie de droit international de La Haye, le professeur Badevant a dit une chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce qu'il avait mis en lumière dans son cours la contradiction entre la souveraineté de l'État comme principe et en même temps sa soumission au droit international. Et il a relevé le fait qu'il n'y a pas antinomie entre les deux. Être soumis au droit international, et en particulier ici au droit international économique, n'est pas antinomique à la souveraineté de l'État. Parce que cette souveraineté participe de cette soumission. C'est l'État qui, en s'engageant dans les conventions économiques internationales, exprime sa souveraineté
à être lié par ces règles. Donc l'on ne peut pas mettre en doute la souveraineté de l'État parce que celui-ci serait soumis aux règles, mais parce que cette soumission découle de sa volonté souveraine de s'engager en matière de droit international économique. Et donc, le principe dont nous parlions tout à l'heure, à savoir le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, va donc constituer le socle de la souveraineté économique. Et ce principe qui a fait l'objet, c'est la résolution 1803 de 1962, qui est donc au cœur de ce dispositif. J'ai dit tout à l'heure que la Cour a reconnu que ce principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a acquis un caractère coutumier. Et donc, si ça a acquis un caractère coutumier, c'est que ce principe s'impose à tous les États comme règle de droit international. Ce principe a fait l'objet de beaucoup de publications, beaucoup de travaux. Je vous envoie à les consulter. Je ne vais pas revenir en détail. Ce qui m'importe ici, c'est de le poser comme principe régulateur de base du droit international économique. À savoir que chaque État est souverain, il exerce une souveraineté économique sur son territoire, sur ses ressources, sur ses approvisionnements, mais en même temps, il reste soumis aux règles du droit international économique, qui le met, d'une part, en compétition avec les autres États, et d'autre part, qui le met en position de demandeur des biens et des services des autres États. Ce qui va donc expliquer les relations commerciales internationales. Il ne s'agit pas d'une souveraineté autarcique où chaque État se retranche dans son territoire, mais il s'agit d'une souveraineté qui participe aux relations commerciales internationales, qui contribue en tant que principe à l'affirmation et au développement des relations commerciales internationales. Et c'est tout l'intérêt de ce principe et de son interprétation dans plusieurs décisions. Vous le retrouvez, les décisions du CIRDI, les décisions de la Cour internationale de justice. Je vous conseille de lire, il y a des documents très intéressants. Par exemple, l'article du professeur de Abissab sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qu'il a publié dans le livre de M. Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, sur le droit international, bilan et perspective, qui est publié en 1991 aux éditions Pénon à Paris. C'est un article pour moi qui est fondateur de cette doctrine sur le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Il me semble donc pas nécessaire de fournir des explications surabondantes sur cela, puisque vous pouvez lire et avoir tous les détails de l'articulation. Alors, en ce qui concerne donc les sources jurisprudentielles, nous avons plusieurs décisions de justice où ce principe a été consacré. Je peux citer, par exemple, l'affaire de la Cour internationale de justice dans l'affaire Anglo-Iranian Oil Company, 1952. On peut citer des sentences arbitrales qui restent des sentences aujourd'hui, toujours le principe. On a l'affaire, par exemple, British Petroleum, c'est cette sentence devant CIRDI. Nous avons l'affaire Texaco Calzatic contre le gouvernement libyen en 1977. Nous avons l'affaire Liamco, Libyan American Oil Company en 1977. Nous avons l'affaire Aminol contre Koweït. J'en citerai d'autres, mais là je vous cite les affaires les plus anciennes qui consacrent sur le plan jurisprudentiel le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles comme étant un socle principiel du droit international économique. Donc pour dire qu'il n'y a pas contradiction à poser le principe de la souveraineté économique et en même temps en corrélation, en affirmant la soumission de l'État au droit international économique. Venons-en aux sources, finalement. Quelles sont les sources du droit international économique?
Évidemment, lorsqu'on parle des sources en droit international, on va se référer à l'article 38, paragraphe 1 du statut de la Cour internationale de justice, qui énumère les sources du droit international. Et donc, ces sources s'appliquent également, cette énumération s'applique au droit international économique. Nous avons d'abord les sources conventionnelles du droit international économique. Je vous dirais qu'elles sont nombreuses, disparates. Et il serait fastidieux de les citer toutes ici, mais il me semble nécessaire de rappeler les plus importantes sources conventionnelles du droit international économique. Nous avons la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs, c'est la Convention de New York de 2014, qui est appelée aussi la Convention de Maurice sur la transparence. Nous avons la convention, il y en a beaucoup, vous trouverez toute la liste dans le cours. Nous avons la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, appelée Convention de New York de 1958. Nous avons la convention sur les règlements internationaux, c'est la convention de Singapour, sur la médiation de 2018. Nous avons la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, appelée la convention, la CEVIM, la convention de Vienne de 1980. Et nous avons aussi la convention de New York de 2005 sur les communications électroniques dans les contrats internationaux. Je vous choisis comme ça, puisque toute la liste, vous la retrouvez dans le cours. Nous avons la convention de CIRDI, de Washington, sur le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. Je peux citer la Convention sur le transport des marchandises par mer, qu'on appelle la Convention d'Hambourg. Voilà, si vous voulez, on a une panoplie de conventions internationales qui, dans chaque domaine, constituent une source du droit international économique. Vous le voyez, on passerait des jours et des jours à revenir sur les détails de chacune des conventions. En fonction de votre spécialisation, je vous renvoie à la lecture de ces conventions internationales. Mais à côté de ces conventions internationales, nous avons également, et ça c'est un élément important, nous avons également, deuxièmement, la source coutumière. La source coutumière du droit international économique. Et en droit international économique, la source coutumière ici qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la lex mercatoria. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire, pour traduire la lex mercatoria, en quelque sorte, la loi des marchands, comme on l'appelle. Le dictionnaire de droit international public définit la lex mercatoria, et ça c'est la coutume en droit international économique, définit la lex mercatoria comme un ensemble de règles élaborées par les opérateurs du commerce international. Ça c'est le dictionnaire de droit international public qui définit ainsi la lex, c'est le dictionnaire fait par Jean Salmon. Là j'utilise la version de 2001. Donc c'est l'ensemble des règles élaborées par les opérateurs du commerce international. Le premier caractère de la lex mercatoria tient à la nature des règles qui la composent. Oui, la nature des règles. Ce sont des usages. Ce ne sont pas des règles écrites en tant que telles. Ce sont des usages, ce sont des standards. Le deuxième caractère de la lex mercatoria tient à son détachement des droits étatiques. Il s'agit là d'une coutume, non pas qui naît de la volonté et de la pratique des États, mais c'est une coutume qui naît de la volonté des acteurs privés, des marchands, des entreprises, des corporations, qui établissent pour leur bénéfice des usages et des standards que ces acteurs reconnaissent comme étant des règles obligatoires. C'est donc un droit coutumier particulier qui échappe en quelque peu à la volonté des États, mais qui finalement va être reconnu également par les États comme étant des règles obligatoires applicables aux opérations économiques internationales. On peut donc dire que la lex mercatoria est la source coutumière principale du droit international économique. Alors, c'est vrai que dans la pratique, il y a d'autres interprétations qui ont été données.
On a évoqué un troisième caractère de la lex mercatoria, qui est le corollaire du précédent. Il s'agit d'un droit spontané. Un droit spontané qui traduit une convergence par les acteurs économiques sur un objet précis. Vous voyez, il y a une convergence entre les acteurs. Enfin, on a évoqué un quatrième caractère de la lex mercatoria, qui est aussi important, c'est que l'arbitrage international a été en quelque sorte le lieu de consécration de ces règles coutumières. À chaque fois que les tribunaux arbitraux internationaux ont été saisis, ils ont non seulement interprété, mais reconnu ces règles, ces usages et ces standards comme étant obligatoires à l'égard des parties contractantes, à l'égard des acteurs économiques. On peut donc dire que ces quatre caractères nous permettent de dire aujourd'hui que la lex mercatoria est un droit dérivé de la pratique des entreprises, des corporations, dérivé de la pratique des marchands, et qui est reconnu comme étant obligatoire et qui peut être sanctionné lorsque ce dernier est violé. Vous avez par exemple le professeur Goldman qui a parlé de l'émergence d'un jus mercatum. En disant que finalement cette lex mercatoria qui régit l'ensemble des relations commerciales internationales n'est pas forcément applicable aux relations entre entités publiques. Il a émis un doute en disant que cette lex mercatoria s'applique principalement aux acteurs privés, aux entreprises, etc. Et qu'il a un doute sur son applicabilité au rapport entre entités publiques. Mais l'on voit bien que le doute qu'émet le professeur Goldman peut ne pas prospérer, puisqu'aujourd'hui on voit que même les États reconnaissent ces règles, notamment dans les contrats de partenariat, dans les contrats de partenariat public-privé. Ces règles sont reconnues. Et lorsqu'il y a un arbitrage qui oppose un État à un acteur privé, mais le tribunal arbitral international reconnaît ces règles comme s'imposant dans la relation contractuelle entre l'État et l'acteur privé. On peut donc, en conclusion, dire que la lex mercatoria prévaut également dans les rapports entre État et entités privées, mais également parfois dans certains rapports entre entités publiques comme État. Ensuite, donc, après les sources conventionnelles et les sources coutumières, nous avons ce que nous avons appelé les sources non conventionnelles, qui regroupent plusieurs catégories juridiques. Nous avons par exemple les lois types. Nous avons les lois types, nous avons plusieurs lois types. Les lois types sur l'arbitrage commercial international, les lois types sur la médiation internationale, les lois types sur la passation du marché, j'en passe. La loi type ici, en fait, c'est un traité, un traité en fait, international qui, par sa flexibilité, par sa normativité, entend encadrer et harmoniser un domaine spécifique du droit international et économique. Et donc, en ratifiant ce traité, qui est une loi type, l'État s'oblige à considérer ce document comme faisant partie de ses lois internes. Donc, la ratification de cet instrument vaut acceptation de cette loi type dans ses rapports, non seulement internes, mais dans ses rapports avec l'extérieur. Donc, il y a plusieurs lois types. Vous les retrouvez dans le cours. Il y a également des contrats types. Il y a des contrats types sur plusieurs matières, par exemple sur la co-entreprise, sur la vente commerciale internationale des marchandises. Il y a des contrats types sur l'approvisionnement en marchandises à long terme. Il y a des contrats types sur la sous-traitance industrielle, etc. Là aussi, il s'agit d'un modèle de contrat qui permet de rapprocher les différents pays et les différentes cultures juridique. Et lorsque les parties reconnaissent ce contrat type comme instrument de régulation de leur rapport économique, ce contrat type va s'obliger et va déterminer donc les rapports juridiques qu'il y a entre les deux parties. Alors, il y a plus de 150 contrats types. Je dis
pas moins de 150 contrats types. Je ne vais pas détailler tous ces contrats types, je vous renvoie à votre cours pour voir, je cite dans le cours, plusieurs contrats types. Il y a toujours dans la catégorie des sources non conventionnelles ce qu'on appelle les usages commerciaux internationaux. En d'autres termes, ce qu'on appelle les incoterms. Les incoterms, ce sont des catégories juridiques. Les premières ont été élaborées en 1936. Ça a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de réformes des incoterms. Et ce sont des incoterms, c'est en quelque sorte des modèles de contrat qui peuvent exister entre un vendeur et un acheteur et qui définissent finalement les rapports juridiques qu'il peut y avoir entre ces deux catégories. Alors, les incoterms se présentent sous forme de code. C'est-à-dire qu'il y a 3 lettres. Il y a 3 lettres qui caractérisent les incoterms. Donc, quand vous faites le choix de l'incoterm, vous avez derrière donc, ces 3 lettres des engagements que vous prenez. Il y a les incoterms qu'on appelle les incoterms multimodaux et les incoterms, il y a donc 7 incoterms multimodaux et il y a 4 incoterms maritimes ou fluviaux. Alors, les 7 incoterms multimodaux, nous avons par exemple EXW, ce qu'on appelle Ex-Work, qui signifie à l'usine. Nous avons le FCA, qui signifie Free Carrier, donc franco-transporteur. Vous retrouvez tout ça défini dans le cours. Pour vous dire que chaque incoterm est une catégorie juridique spécifique. Lorsque dans un contrat, vous dites que c'est tel incoterm qui devra s'appliquer, ça veut dire que vous acceptez les droits et devoirs qui caractérisent cet incoterm dans les rapports marchands que vous aurez avec votre partenaire. On peut donc dire que les incoterms visent à clarifier les rapports commerciaux internationaux, mais visent aussi, pour des partenaires qui ont plusieurs cultures, plusieurs langues, etc., à préciser quels sont les engagements pris dans un contrat international et indiquent également qui fait quoi, qui supporte quoi. Voilà le but de l'incoterm. Mais les incoterms sont indépendants des autres contrats. Par exemple, des contrats d'assurance, des contrats de financement, même si les incoterms interagissent avec ces contrats. Il faut donc, pour chaque incoterm, se poser la question, quelle est l'étendue des obligations que cela implique pour moi et l'étendue des obligations ou des droits pour mon partenaire économique. Nous avons après la catégorie des sources donc, conventionnelles, nous avons la catégorie des sources contractuelles. Des sources contractuelles. Alors, les sources contractuelles, on en a plusieurs, mais on va aller à l'essentiel. Nous avons la grande catégorie, ce qu'on appelle le contrat d'État. Le contrat d'État que l'on aborde en droit international des investissements. Le contrat d'État est une notion qui a été conçue par la doctrine pour rendre compte du développement de la pratique contractuelle dans les rapports, finalement, entre les États souverains et certains acteurs privés. Parce que vous avez de nombreux accords d'investissement, ce qu'on appelle les traités bilatéraux ou les traités multilatéraux des investissements, qui présentent un certain nombre de principes. Le principe du traitement national, le principe de la nation la plus favorisée, le principe du traitement juste et équitable, et enfin le principe de la protection intégrale et de sécurité. Alors, la mise en œuvre de ces principes peut se faire dans le cadre, lorsqu'il y a un État hôte d'un investissement qui accepte un investissement étranger, tout ceci peut être intégré dans un contrat d'État. Alors, il y a plusieurs types de contrats d'État. Il y a plusieurs types de contrats d'État. Nous verrons plus en détail ces contrats lorsqu'on abordera la question des investissements. Mais il y a quelques clauses qui sont des clauses, je dirais, que l'on retrouve dans la plupart des contrats d'État. Il y a d'abord ce qu'on appelle la clause parapluie, c'est-à-dire l'État d'accueil garantit à l'investisseur une certaine protection. Cette protection est tirée de
l'articulation du contrat d'État avec, par exemple, un traité d'investissement, un traité multilatéral ou bilatéral. Mais ce n'est pas le cas dans tous les contrats d'État, parce qu'il n'y a pas nécessairement un accord ou un traité entre l'État d'accueil et l'État d'où est originaire l'investisseur. Et dans certains arbitrages, le tribunal arbitral a eu à dire que la protection qu'on accorde à un investisseur n'est pas nécessairement tributaire de l'existence préalable d'un accord bilatéral ou multilatéral d'investissement. Donc, on peut dire que la protection peut être détachée du traité bilatéral ou multilatéral. La deuxième clause la plus importante, c'est la clause arbitrale. La clause arbitrale. La clause arbitrale, elle protège l'investisseur, puisqu'elle soustrait les différends qui peuvent surgir entre l'État hôte de l'investissement et l'investisseur. Elle soustrait donc ces différends des juridictions ordinaires de l'État et renvoie donc le différend devant une juridiction non étatique, une juridiction internationale. Et donc, là, la clause arbitrale, qu'on appelle généralement la clause compromissoire, dit qu'en cas de litige entre l'État et l'investisseur, les deux parties pourront ensemble constituer un tribunal international, un tribunal arbitral international, à juge unique ou à plusieurs juges, ou bien saisir, lorsque cela existe, une juridiction internationale qui pourrait trancher le litige entre l'État et l'investisseur international. C'est l'exemple, par exemple, du CIRDI avec la Convention de Washington de 1965. La troisième clause importante ici, c'est la clause de stabilisation, qui finalement, insérée dans un contrat d'État, permet de stabiliser le droit applicable aux parties. Et qu'il s'agisse des aspects fiscaux, douaniers, financiers, des aspects de change, la clause de stabilisation est une clause importante, puisque même si l'État modifie son droit interne, le partenaire étranger est immunisé contre ces évolutions et ces modifications. La quatrième cause la plus importante, c'est la clause de préservation de droits. Elle vise à protéger les droits d'un investisseur lorsque les dispositions des accords internationaux ne sont plus favorables au contrat. Parce qu'il se peut qu'il y ait une évolution d'un traité d'investissement. Mais ce traité peut se révéler peut-être défavorable aux droits de l'investisseur. Et là, la clause de préservation de droits permet de sauver les acquis juridiques de l'investisseur. Donc, à côté, voilà les principales clauses qu'on trouve dans un contrat d'État. À côté de ce contrat d'État, nous avons les contrats de coopération industrielle, qui sont aussi des contrats importants dans le droit international économique. Alors, ces contrats peuvent être un contrat unique ou une succession de contrats qui permet donc aux parties ou aux entreprises de s'engager dans une coopération industrielle internationale. Troisième catégorie de sources contractuelles, nous avons ce qu'on appelle les contrats publics et privés, qui sont aujourd'hui à la mode, à la une, notamment dans le domaine des infrastructures, où il y a toute une littérature abondante sur les contrats PPP qui appellent plusieurs observations. D'abord pour dire que ce n'est pas la panacée. Plusieurs États ont pris des lois pour encadrer les contrats PPP, notamment les lois sur le partenariat économique. Vous retrouverez dans ces lois les éléments essentiels qui structurent ces contrats PPP. Et donc, aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, les États tendent à mobiliser des financements, mais par le biais des contrats PPP, puisque cela permet à celui qui finance l'infrastructure de recouvrer son argent par diverses modalités de remboursement, de paiement, qui sont déterminées par le contrat PPP. Vous lirez dans le document du cours tous les détails qui sont fournis sur les contrats PPP, notamment dans le domaine de la construction des infrastructures. Dans le contexte africain, on voit aujourd'hui que c'est devenu quasiment une religion pour tous les États. Dans tous les discours politiques, vous entendez parler des contrats PPP. Là aussi, les contrats PPP, il y a plusieurs typologies de contrats. Parce que lorsqu'on parle des contrats PPP, il y a plusieurs types de contrats PPP. Il n'y a pas un modèle unique de contrat PPP. Vous avez les contrats, par exemple les contrats BOT,
contrat BOT qui concerne la construction, l'exploitation et le transfert. Nous avons les contrats DCMF qui concernent la conception, la construction, la maintenance et le financement. Nous avons les contrats BO, qu'on appelle Bull, Own and Operate, qui concernent la construction, la possession et l'exploitation. Nous avons les contrats ROD, c'est la réhabilitation, l'exploitation et les transferts. Donc il y a plusieurs types. Et chaque type de contrat PPP renvoie à une modélisation juridique spécifique, soit en termes de conception, soit en termes de construction, de réhabilitation, soit en termes de transfert à terme de la propriété de l'infrastructure et des modalités financières de ce transfert ou les modalités financières du recouvrement de l'investissement consenti. Donc, le montage juridique des PPP est parfois compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer des meilleurs conseils lorsqu'on s'engage dans la mise en place des contrats PPP. Il n'y a pas un modèle unique de contrat PPP. Le concept contrat PPP est un concept générique. Derrière se cachent plusieurs types de contrats et ce qui marche dans le pays A ne marche pas forcément dans le pays B, puisque ces contrats PPP sont aussi en articulation avec le droit de l'État. Le droit de la construction, le droit immobilier, le droit financier, etc. Donc, il faut avoir à l'esprit que les contrats PPP, ce n'est pas un modèle unique, ne génèrent pas forcément les mêmes obligations et les mêmes droits partout, et qu'il peut y avoir des sources de tension lorsque une analyse fine n'a pas été menée lors de l'élaboration de ce contrat PPP, qui comprend aussi à son tour plusieurs clauses. On a les mêmes clauses, les clauses de stabilisation, mais on a aussi les clauses, par exemple, majeures, le cas de force, c'est ce qu'on appelle la clause de hardship, en cas d'événement, en cas de force majeure, etc. Comment vont se comporter les parties. Il y a donc là plusieurs choses qu'il faut analyser pour parler de contrat PPP. En conclusion, sur cette première partie, je dirais, pour me résumer, qu'il y a, en ce qui concerne les sources du droit international économique, les sources conventionnelles, les conventions économiques internationales, elles sont nombreuses, elles portent sur plusieurs champs. Ensuite, nous avons les sources non conventionnelles, les sources coutumières, notamment la lex mercatoria, qui est issue de la pratique des marchands et que ces derniers considèrent comme étant obligatoires dans leur secteur économique, mais qui est aujourd'hui reconnu également par les États et dont la Cour internationale de justice a reconnu le caractère obligatoire dans les relations économiques internationales. Nous avons les sources non conventionnelles que nous avons citées, les lois types, les contrats types et les incoterms, sur lesquels vous pouvez approfondir vos lectures. Et puis, nous avons les sources contractuelles, que sont les contrats d'État, les contrats de coopération industrielle, les contrats PPE. Donc tout ça, ça alimente le droit international. Enfin, pour terminer, nous avons ce qu'on appelle les sources interprétatives. Vous voyez que dans l'article 38, paragraphe 1er, on parle de la jurisprudence et de la doctrine comme source du droit international. Cela va donc s'appliquer également au droit international économique. C'est pour ça que dans le cours, je ne développe pas suffisamment la jurisprudence, puisqu'elle est intégrée dans les développements qui vont suivre dans la mise en œuvre. Mais il faut quand même retenir que les sources interprétatives que sont la jurisprudence et la doctrine, et en ce qui concerne la jurisprudence, nous avons toutes les sentences arbitrales, focalisez-vous sur les sentences, par exemple, du CIRDI, qui sont nombreuses, que vous trouvez d'ailleurs sur Internet, même si les décisions prises par le tribunal arbitral ne s'imposent pas aux tiers, mais il n'en reste pas moins qu'elles influencent et illuminent la pratique du droit. L'interprétation qui est donnée par tel ou tel tribunal arbitral est souvent reprise dans le raisonnement et l'argumentation des parties dans d'autres affaires. Et donc, certes, on peut évoquer le caractère relatif de ces sources interprétatives, il n'en reste pas moins qu'il serait difficilement acceptable que des principes consacrés par plusieurs juridictions arbitrales soient finalement contournés par un autre tribunal arbitral. Il y a donc là des décisions qui se sont entensées, qui sont amoncelées,
qui finalement constituent aujourd'hui, dans la pratique judiciaire, des sources auxquelles s'abreuvent les arbitres dans le traitement de tel et tel différend. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce qu'il y a lieu de dire sur les sources du droit international et économique. Nous allons donc passer à la troisième vidéo qui est consacrée à la mise en œuvre du droit international économique. Je vous remercie.